Récemment, je vous avais parlé d'un pays assez peu connu, la Mauritanie. Eh bien, j'ai souhaité compléter ce portrait de pays en vous parlant aujourd'hui d'un parc naturel protégé mauritanien où j'ai eu la chance de pouvoir me rendre pendant plusieurs jours. Ce parc est tout à fait inattendu, il est en plein désert, c'est un concentré de biodiversité et en même temps il est l'archétype des tensions entre pays en développement et nécessité de protéger un patrimoine naturel. Et de plus, ce parc est tout à fait magnifique, donc allons voir. Voici la Mauritanie, entre Maghreb et Afrique de l'Ouest, entre Sahara et Sahel. Le pays dispose d'une longue façade ouverte sur l'océan Atlantique et le parc national du banc d'Arguin se trouve là, au nord-ouest du pays, entre océan Atlantique et désert du Sahara. Le parc du banc d'Arguin occupe le tiers du littoral mauritanien, ce qui est considérable, et il est à cheval sur la mer et sur la terre. Et chacun de ces deux milieux naturels a des effets bénéfiques sur les diverses faunes. Car le parc accueille à la fois une importante avifaune qui vit dans le parc toute l'année, plus 2 millions d'oiseaux d'eau qui viennent s'y réfugier pendant les hivers européens et sibériens, d'importantes ressources halieutiques pour lesquelles le parc est une zone de reproduction et de grossissement sans équivalent en Afrique de l'Ouest. Alors dit autrement, et comme très rarement dans le monde, poissons et oiseaux de toutes sortes viennent ici d'Europe, de Russie, d'Afrique, tant pour se reproduire que pour trouver refuge. Eh bien, à l'échelle mondiale, il y a peu de configurations de ce type. Alors, pour comprendre ce qui rend ce site si exceptionnel, il faut faire un petit peu de géographie physique. Le parc est sur une zone où soufflent des vents qui viennent du nord, les alizés, qui descendent vers l'océan. Et associé au courant qui remonte vers la surface et qui apporte avec lui le phytoplancton, il génère un mouvement de ce qu'on appelle l'upwelling. Cette zone est aussi formée de hauts fonds à vasières, couverts d'herbiers sous-marins, et l'ensemble forme un confortable et très vaste refuge pour de nombreuses espèces de poissons, de crustacés et d'oiseaux. Enfin, regardez cette photo satellite. Il y a en plus ce vent fertile qui vient du Sahara, une force éolienne continue qui apporte sur ces herbiers marins des sédiments nutritifs. Deux courants marins baignent le littoral du parc, d'une part un courant froid qui descend des Canaries en hiver, et d'autre part circule un courant chaud qui se trouve au nord de l'équateur. Se retrouvent donc dans les eaux du parc des poissons des eaux chaudes tropicales, mais aussi des espèces des eaux froides venant des régions tempérées. Bien, mais alors quelles espèces profitent de cette configuration? La biodiversité qu'on trouve ici est l'une des plus remarquables à l'échelle de la planète. Ce parc est une sorte de nurserie naturelle, un sanctuaire pour les sélaciens tels que les raies et les requins. On a aussi une grande diversité de mammifères marins tels que les dauphins, mais aussi des tortues marines. Le parc est aussi une zone refuge pour plus de 2 millions d'oiseaux migrateurs, en particulier les oiseaux limicoles, des petits échassiers qui viennent de Sibérie via les Pays-Bas, qui se nourrissent de coquillages et de vers qu'ils cherchent dans la vase avec leur long bec, ce qui contribue à oxygéner les vasières. D'autres échassiers fréquentent la zone, tels que des hérons, des spatules, des aigrettes, des flamants roses. Enfin, à terre, on trouve des colonies de gazelles d'orca, une faune terrestre très rare. Pour protéger ce patrimoine naturel exceptionnel, on le voit, le parc en tant qu'institution a été créé en 1976 à la suite des travaux exploratoires du naturaliste français Théodore Monod, puis le site a été inscrit au patrimoine naturel mondial de l'humanité de l'UNESCO en 1989. Et aujourd'hui, le parc a une triple fonction: conserver et protéger une telle biodiversité, procéder à des recherches. Le parc est un laboratoire scientifique à ciel ouvert, en particulier pour l'analyse des changements climatiques et des évolutions environnementales. La recherche est conduite par des biologistes mauritaniens, appuyés par la coopération française pour la biologie, par des coopérations allemandes, japonaises, Union européenne, des ONG environnementales pour l'encadrement du parc et la surveillance maritime. Et puis la troisième fonction du parc, c'est le développement des pêcheries artisanales et la protection du mode de vie des Mauritaniens qui vivent là. Alors qui vit dans ce parc? Un peuple de pêcheurs qui se nomme les Imraguènes. C'est une communauté d'environ 2000 personnes, ce qui est très peu, donc il s'agit d'un groupe humain fragile.
Autrefois, ils pratiquaient la pêche à pied. Aujourd'hui, ils pêchent avec des petites embarcations à voile nommées lanches. Il n'y a que 114 lanches dans le parc pour préserver ces ressources. Les Imragen maîtrisent leur construction en bois, leur entretien. Ils ont une parfaite connaissance de la navigation à voile dans les hauts fonds du parc. Ils détiennent donc tout un savoir maritime qui forme en soi une valeur patrimoniale. Et pour les Imragen, il n'y a pas en principe de concurrence, puisque l'accès aux eaux du parc est interdit aux autres pêcheurs. L'administration mauritanienne a réussi à y interdire, en effet, toute navigation motorisée. Les poissons sont très abondants le long des côtes de la Mauritanie. En 2012, la pêche avait contribué à 5% du PIB du pays et à 20% des exportations. La contribution strictement commerciale des Imragen du banc d'Arguin est assez faible, mais ils jouent en fait un rôle biologique central dans la régénération des ressources halieutiques. Et de ce fait, l'État mauritanien reverse chaque année 1 million d'euros à l'administration du parc pour sa contribution à la régénération de ces ressources. C'est là le premier exemple ouest-africain de paiement pour valeur écosystémique. Voilà donc ces quelques éléments que je voulais porter à votre connaissance concernant le banc d'Arguin, qui forme une sorte de modèle régional de conservation, de recherche et de gestion durable des ressources. Sauf que ce parc n'est pas un isolat. Son écosystème fait face maintenant à plusieurs menaces. Sur cette carte, les points que vous voyez sur la mer indiquent les lieux où des pirogues à moteur ont été interceptées en 2011. Les pirogues à moteur sont interdites, en principe, dans ce parc, mais la surveillance est insuffisante car il y a peu de bateaux disponibles pour la police maritime mauritanienne. D'autre part, la pêche des raies et des requins est interdite dans l'enceinte du parc. Or, en 2011, 47% des débarquements de poissons effectués dans les ports à proximité du parc étaient composés justement de raies et de requins. Enfin, la construction de nouvelles infrastructures aux abords du parc le rend de plus en plus vulnérable. Juste au sud du parc, à Tanit, est en train d'être construit un nouveau port pour la pêche. En face de ce port de Tanit, la compagnie britannique Dana Petroleum a été autorisée à ouvrir un site d'exploration d'hydrocarbures en offshore. On a donc des risques potentiels de pollution. Au nord, juste à la frontière du Sahara occidental, revendiqué par le Maroc, vous voyez le port de Nouadhibou. C'est l'un des deux grands ports d'exportation de la Mauritanie. Il vient d'être agrandi sur investissement chinois, sans le moindre plan d'urbanisme, et transformé d'ailleurs en zone franche. Entre Nouadhibou et Nouakchott, la capitale, le trafic maritime augmente en fréquence et en tonnage, et la navigation longe le parc. Donc il y a des risques d'accidents et de pollution, car les systèmes de sécurité maritime et de lutte anti-pollution sont inexistants. Et c'est par le port de Nouadhibou que s'exporte le fer de Mauritanie. On voit ici sur la carte les mines de fer qui rejoignent le port par voie de chemin de fer. À l'est du parc, on trouve la mine d'or de Tasiast, exploitée depuis 2008 par le groupe minier Kinross. Or, la mine est proche du parc et elle doit être étendue avec la construction d'infrastructures de captage d'eau de mer et d'acheminement. Longeant le parc a été achevée la route transafricaine sud-nord. En Mauritanie, elle part de la frontière sénégalaise pour rejoindre au nord le Sahara occidental, puis le Maroc. Elle a favorisé le désenclavement du territoire du parc, mais la fréquentation routière par les camions internationaux devient de plus en plus importante et avec elle augmentent les trafics divers, notamment drogue, passeurs, migrants. Enfin, le long de cette route nord-sud, à proximité du parc, a débuté la construction d'une ville nouvelle en plein désert, nommée Chami, qui devrait profondément modifier la densité du peuplement. Le foncier de cette future ville pourrait d'ailleurs être propriété de la tribu du président de la République mauritanienne, la tribu des Aoulet Baousba. Chami pourrait à terme se substituer à la capitale actuelle, Nouakchott, où vivent environ actuellement 800 000 habitants, car la ville est située juste au niveau de la mer. Elle est victime d'inondations répétées, appelées à se multiplier avec la montée du niveau de l'Atlantique, conséquence de l'effondrement climatique.
Alors on le déduit, les pressions sont de plus en plus nombreuses à s'exercer sur la périphérie du parc, et d'ailleurs pas seulement sur cette périphérie. Donc le gouvernement mauritanien fera-t-il le choix de servir des intérêts à court terme, strictement économiques, voire spéculatifs, ou au contraire de servir des intérêts à long terme, prenant en compte la protection de la faune, de cet écosystème et d'ailleurs de la génération d'êtres humains qui vont venir. Les superbes photos que vous avez vues dans cette émission, vous pouvez toutes les retrouver dans ce livre. Elles ont été prises très souvent par cerf-volant. C'est une technique qui commence à s'exporter de plus en plus dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Elle a un double avantage. Le cerf-volant est silencieux, il n'effraie pas les animaux et il est beaucoup moins coûteux que les drones d'observation. Cette technique est mise en œuvre par un collectif qui s'appelle En Haut et qui est conduit par deux jeunes Européens, Simon Nancy et Marion Brocker. Sachez aussi que les touristes peuvent être accueillis dans le parc du Banc d'Arguin. Et pour ma part, je tenais à remercier les deux biologistes, Sylvain Leroux et Mohamed Sidicher, qui m'ont si bien guidé dans les espaces de cet écosystème unique et passionnant.